Donc, ma présentation aujourd'hui, je vais porter mes deux chapeaux. Donc, je n'ai pas mis d'affiliation à côté de mon nom. Je vais être à la fois directeur scientifique pour le comité de pilotage de la proposition d'inscription d'Anticosti au patrimoine mondial et aussi chercheur depuis 30 ans, stratigraphe avec comme terrain de jeu l'île d'Anticosti. Auparavant, quelques diapos peut-être pour vous aider à un peu visualiser ce qui est la géologie sur Anticosti. Donc, on peut voir ici deux chercheurs, un chercheur qui vient de l'Université de Californie à Berkeley, un autre chercheur qui vient de MIT qui regarde essentiellement, examine les strates sédimentaires tout près de la limite ordovicienne-silurienne, qui sont si bien exposées tout près de Port-Meunier. Donc, un élément important d'Anticosti, c'est sa stratigraphie, une succession de strates de la plus vieille à la plus jeune, qui représente 1000 mètres, 10 millions de passages du temps. Il y a environ 437-447 millions d'années. Donc, ces affleurements-là sont magnifiquement exposés. Ils sont évidemment non déformés, ce qui est une caractéristique importante, et sont excessivement épais en termes d'envergure. Ce qui est aussi important, lorsqu'on regarde ces surfaces de lithage, c'est qu'on s'aperçoit que l'état, la diversité, l'abondance des fossiles est exceptionnelle. Et ces fossiles-là nous racontent une histoire, c'est-à-dire celle de la première extinction du vivant, il y a environ 444 millions d'années, où 85% des espèces marines vont disparaître soudainement, et Anticosti a cet enregistrement merveilleusement inscrit dans ces strates. Juste pour vous montrer un petit exemple de la qualité de l'affleurement qu'on a en Anticosti, qu'on peut décrire le passage du temps, l'évolution de la vie. On a ici un affleurement sur le secteur ouest de l'île. On peut voir des récifs fossiles quelque part entre la limite entre la formation Ellis Bay et Bexley. On est à la toute fin de l'Ordovicien. Les derniers récifs fossiles, donc les récifs fossiles, ce sont des constructions par un consortium d'organismes comme des coraux, des bryozoaires qui s'agglomèrent et qui forment une construction. Donc, la qualité de l'affleurement, l'abondance des fossiles nous permet de recréer ces écosystèmes marins de façon phénoménale. Donc, on a la composition, l'architecture, la morphologie fonctionnelle de ces écosystèmes. Donc, c'est la beauté d'Anticosti, c'est ces archives géologiques, stratigraphiques, paléontologiques qui sont de première qualité. Donc, ma première partie de mon exposé aujourd'hui, c'est mettre en contexte un peu Anticosti par rapport au patrimoine mondial. On a franchi une étape importante. En janvier 2022, on a soumis la proposition d'inscription d'Anticosti au patrimoine mondial. Depuis, on nous a indiqué, l'UNESCO nous a indiqué que la proposition était techniquement complète, qu'on passait maintenant en phase évaluation. Donc, ça va commencer par une mission de terrain de l'UICN, donc l'Union internationale de la conservation de la nature, qui a le mandat d'évaluer les sites naturels pour l'UNESCO. Ça se fera cet été et éventuellement, dans le meilleur des scénarios, une décision finale à l'été 2023. On parle d'Anticosti, mais ce n'est pas tout l'île d'Anticosti. Donc, sur cette carte, on peut voir que le bien qui est proposé est en rouge foncé. Il y a une zone tampon qui l'entoure. Donc, on peut voir que le site qui sera proposé sera essentiellement le littoral, pratiquement tout le littoral, le 550 km de littoral, plus les lits principaux de la rivière Boréale et Jupiter. Pourquoi? Tout simplement, si on regarde la carte du haut, donc on peut toujours voir en rouge foncé ce qui sera proposé comme bien au patrimoine mondial. On peut voir que ce bien-là se situe à l'intérieur d'un réseau d'aires protégées, que ce soit la réserve de biodiversité projetée, qui sera sous peu, qui aura probablement un statut permanent, le parc national des réserves écologiques. Donc, toutes les activités à l'intérieur légalement sont protégées. On ne peut pas avoir d'activités comme la foresterie et encore même des activités comme la collecte de fossiles est permise, mais quand même, il y a des exigences. Pourquoi on a choisi ce site-là? Parce que les affleurements sont éminemment représentatifs, les mieux exposés, les plus fossilifères. Et donc, lorsqu'on regarde une carte géologique, c'est la carte du bas, on peut voir les différentes couleurs qui représentent les formations géologiques de l'Ordovicien et du Silurien Anticosti. Donc, c'est comme si on avait une série de marches qui progressent du nord vers le sud, donc les formations les plus vieilles, au nord, les plus jeunes au sud. Donc, on peut voir que
cette zone en rouge recoupe toutes les formations géologiques. Donc, on a dans le bien toute l'histoire géologique qui est bien représentée. Une chose que j'aimerais ouvrir une parenthèse, la valeur universelle exceptionnelle d'Anticosti, bien, ce concept-là, c'est vraiment au cœur de la Convention du patrimoine mondial. Et essentiellement, ça repose sur 3 piliers. Donc, un bien doit répondre à au moins un critère, je vais en parler dans un instant. Le bien doit répondre à des conditions d'intégrité. Hein. Il y a très peu de menaces sur Anticosti, ce sont surtout des menaces naturelles. On pense à l'érosion côtière, on va entendre parler de cela sous peu là, par le groupe de l'Université du Québec à Rimouski, entre autres Ronan, qui va faire une conférence après la mienne. Et aussi, on doit souscrire à des prescriptions de protection et de gestion. Donc, c'est quand même des conditions assez importantes. Donc, quelle est la valeur universelle d'Anticosti? Je ne vais pas tout la lire. J'ai mis en gras peut-être les points les plus importants. Donc, on a de façon succincte écrit cette valeur universelle exceptionnelle très tôt dans le processus d'inscription. Donc, Anticosti, c'est quoi? C'est le meilleur laboratoire naturel pour étudier la première extinction de masse du vivant à la fin de l'Ordovicien. C'est un des endroits où on trouve les successions stratigraphiques les plus épaisses au monde et aussi le témoignage fossile le plus complet de la vie marine sur une échelle ou un intervalle de temps d'environ 10 millions d'années à la fin de l'Ordovicien. Donc, l'abondance, diversité, l'état de conservation des fossiles sont exceptionnels. Comment on s'y prend pour établir qu'Anticosti est un premier de classe? Bien, on a fait une étude comparative, pas vraiment le comité de pilotage. On a 2 experts en paléontologie de l'Ordovicien silurien ont fait un inventaire de tous les sites fossilifères au monde qui chevauchent cette période-là. Donc, vous pouvez voir les petites épingles en rouge. Là, il y a une quarantaine de sites qui sont sur tous les continents. Donc, ces 2 spécialistes ont établi une liste courte, environ 10 sites. Et à partir de 12 critères objectifs et quantitatifs, ils sont arrivés à un classement final et Anticosti est de très, très loin un premier de classe parmi ces 10 sites. Donc, Anticosti peut avoir cette valeur universelle exceptionnelle. À quel endroit se place Anticosti dans le calendrier géologique que vous voyez ici à la gauche? Évidemment, les sites fossilifères s'inscrivent au moment où la vie commence à se déployer de façon importante sur Terre. Donc, cette zone-là a été agrandie. Si on fait exception de ces sites qui sont liés à l'évolution humaine, il y a 12 sites fossilifères présentement inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si on regarde la période de temps de l'Ordovicien silurien, il n'y en a aucun. Donc, on se situe quelque part entre les chutes du Burgess dans les montagnes rocheuses du Cambrien ou encore les poissons fossiles de Miguasha du Dévonien. Et voilà où Anticosti serait capable de s'inscrire dans une niche qui est vide présentement. Donc, on peut voir que le calendrier géologique de la fin de l'Ordovicien au début du Silurien, on peut voir que l'enregistrement stratigraphique dont je vous parlais ici représente 10 millions d'années, 447 à 437 millions d'années, mais surtout que toutes les phases liées à l'évolution de la vie sont enregistrées. La vie avant l'extinction, l'intervalle de crise, la survie, la récupération, la diversification, tout est enregistré en Anticosti avant, pendant et après l'extinction massive de la vie. J'aimerais passer à un deuxième aspect de ma présentation qui est lié essentiellement à la recherche sur Anticosti, sur cette valeur universelle. Écoutez, ça fait depuis le milieu du 19e siècle qu'on s'intéresse à Anticosti. Les tout premiers géologues, les tout premiers paléontologues sont venus à Anticosti et rapidement, ils sont aperçus que les strates fossilifères d'Anticosti, il y avait entre autres une succession de fossiles qu'on ne retrouvait en Amérique du Nord qu'à Anticosti. Donc, il y avait quelque chose de particulier. Par après, les universités américaines, différentes organisations scientifiques ont repris le relais. On peut voir que vraiment, dans les dernières décennies, le nombre de publications a explosé en Anticosti. Hein. J'appelle ça l'internationalisation de la recherche, je m'excuse. Donc, ces chiffres représentent le nombre d'articles, le nombre de comptes rendus, le nombre de thèses, et c'est vraiment une recherche de calibre mondial qui se fait par la communauté internationale sur la valeur universelle exceptionnelle d'Anticosti.
Donc, j'ai contribué avec mon groupe de recherche à l'Université d'Ottawa, avec des collaborations internationales. Je vous mets essentiellement quelques titres qui ont été publiés dans les 2 ou 3 dernières années. Donc, on peut voir qu'uniquement par les titres, il y a une thématique qui se dégage. On parle d'anticosti comme où on peut retrouver les empreintes géochimiques stratigraphiques de la glaciation à la fin de l'Ordovicien dans les calcaires d'Anticosti. On peut voir les effets des paramètres orbitaux comme la précession enregistrée dans la stratigraphie au moment juste avant les époques glaciaires de la fin de l'Ordovicien. Puis tout dernièrement, on a publié dans Nature Geoscience un article où, avec des proxys géochimiques, on était capable de mettre en évidence que possiblement l'extinction de Mars est liée à une réorganisation de la circulation océanique et de l'anoxie à la toute fin de l'Ordovicien. Donc, je vous mets ça en contexte, j'essaie de simplifier au maximum le tout. Voici une carte paléogéographique de la fin de l'Ordovicien, une période qu'on appelle l'Ion ancien. Et c'est une projection pôle sud. Ça veut dire que ce que vous voyez, c'est le pôle sud, le premier cercle, 60 degrés de latitude sud, 30 degrés, et finalement, le dernier cercle, ici, c'est le paléo-équateur. Donc, on ne voit pas les continents en position de l'hémisphère nord, mais à cette époque-là, il y en avait très, très peu. Donc, un immense continent Gondwana, là, qui regroupe entre autres l'Amérique du Sud, l'Afrique centrée sur, ou en partie centrée sur le pôle sud, une série de paléocontinents dans les régions tropicales, dont Laurentia, l'Amérique du Nord, avec Anticosti située peut-être 20 degrés au sud du paléo-équateur. Cette époque-là est caractérisée par un niveau marin beaucoup plus élevé, de telle sorte que les basses terres de Laurentia, de l'Amérique du Nord, étaient envahies par une mer chaude tropicale, et ce qui était le cas d'Anticosti pour la majeure partie de la fin de l'Ordovicien et du Silurien. Donc, cette masse blanche représente le maximum glaciaire à la fin de l'Ion ancien. Cette calotte glaciaire de l'amplitude de la dernière calotte glaciaire qu'on a vue en Amérique du Nord, là, il y a à peu près 20 000 ans, en termes de taille, en termes de volume glaciaire, est excessivement dynamique. C'est-à-dire qu'elle va se construire et fondre là, sur des échelles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, amener une dynamique au niveau de la fluctuation du niveau marin durant la construction, la fonte jusqu'à 100 mètres, et aussi lors de son apogée de cette calotte glaciaire vont induire des changements dans la circulation des masses océanographiques et introduire de l'anoxie. Donc, voici le contexte. Anticosti, comment se présentent ces archives? Parce qu'on est quand même à plusieurs milliers de kilomètres de ce centre de glaciation. Lorsqu'on regarde la stratigraphie, par exemple, dans le canyon boréal, on peut voir cette série de successions, en fait, de cycles sédimentaires. Chacune de ces flèches représente un cycle sédimentaire qui commence par un changement important de la bathymétrie, c'est-à-dire qu'il y a une hausse du niveau marin et éventuellement, on passe à une baisse du niveau marin. Ce sont des cycles qu'on appelle transgressifs, régressifs, liés à quoi? À la hausse et à la baisse du niveau marin. Et ces cycles-là se répètent de façon périodique, si on en a une quinzaine, pour un intervalle de temps qui représente peut-être un peu moins d'1 million d'années, ça c'est certain. On n'est pas certain de la quantité de temps qui est représenté, mais de toute façon, ce qu'on sait, c'est que l'empilement de ces cycles-là ne peut se faire uniquement par des fluctuations glacio-eustatiques, donc par cette calotte glaciaire qui est très, très dynamique. Il n'y a aucun autre mécanisme connu capable d'engendrer des fluctuations du niveau marin de plusieurs dizaines de mètres autrement que par cette glacio-eustasie. Donc, on a cherché à comprendre un peu mieux quels étaient les facteurs qui contrôlaient ces cycles sédimentaires. On était à la recherche de développer une succession chronologique de paramètres géochimiques, des paramètres, des proxys, essentiellement pour essayer de retracer est-ce qu'il y a une signature climatique dans ces… Donc, on a commencé à travailler sur la partie ouest de l'île, qui est magnifique. On est au Cap des Anglais, donc à marée basse. On peut voir cette magnifique plateforme rocheuse. On peut voir lit par lit par lit. On peut suivre 300 mètres de stratigraphie au passage de l'Ordovicien silurien de façon continue. Donc, cette magnifique photo qui m'a été fournie par l'équipe de Pascal Bernatchez de l'Université du Québec à Rimouski démontre la qualité des archives stratigraphiques. Donc, c'est là que la vulgarisation rentre en ligne de compte. Ce que vous avez en bleu, essentiellement, c'est
l'oxygène 18 qui est mesuré sur les calcaires. Donc, les calcaires, c'est un carbonate de calcium CaCO3. On peut analyser les isotopes de carbone, d'oxygène, mais ici, je vais uniquement me limiter à l'oxygène qui est illustré en bleu. Donc, ce zigzag-là, cette courbe-là, qui s'étend sur environ 300 mètres, plus de 1000 mesures d'isotopes d'oxygène qu'on pense être primaires, représente en fait les hausses et les baisses du niveau marin. On peut associer ces changements de la valeur en oxygène avec cette construction de calottes glaciaires, de périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, c'est vraiment intéressant. On a essayé de faire une analyse de série chronologique et semble-t-il que le tout serait lié à des phénomènes de changements orbitaux aux 100 000 ans qui correspondent à l'excentricité. On a travaillé un peu plus en détail sur d'autres types de proxys qui nous amènent éventuellement, si on regarde du côté gauche, voici un proxy qui représente la variation calcaire et minéraux argileux dans ces calcaires-là qui sont probablement contrôlés par le climat. Sans rentrer dans les détails, on l'a transformé dans un forage stratigraphique où on a eu ces données-là entre 400 et 900 mètres. On les a transformés sur la partie du milieu en temps géologique. On a fait notre analyse statistique et on peut démontrer hors de tout doute que ces fluctuations sont dans le cadre de phénomènes de 18-20 000 ans de précession. Donc, comme les glaciations cénozoïques, la glaciation à l'Ordovicien est contrôlée par ces mouvements ces changements orbitaux terrestres qui contrôlent. André, il va falloir que je t'interrompe. C'est la fin déjà. Merci beaucoup. En fait, c'était ma dernière diapositive. Donc, je voulais essentiellement vous montrer que l'enregistrement stratigraphique d'Anticosti était unique et de très, très grande haute résolution. Là-dessus, on pourra en parler lors de la période de questions.